Diplômé de Sciences Po, Antoine Rau a pourtant toujours rêvé d'écriture, de romans et de théâtre. Il écrit sa première pièce à 19 ans et Jean Anouilh en personne l'encourage dans cette voie. Il lui faudra pourtant se frotter à la vraie vie en arpentant les couloirs de grandes sociétés privées ou en travaillant pour des ministres en mal de communication à qui il prêtera sa plume. Sa première pièce, jouée à la Comédie de Paris en 1989, La Première Tête, lui permet de garder le contact avec le monde du théâtre. Et en 2005, Le Caïman, avec Claude Rich, est nominé 5 fois aux Molières et récompensé par l'Académie française. Dès lors, Antoine Rau fait partie des dramaturges qui comptent. Il retrouve Claude Rich avec Le Diable Rouge en 2008 et L'Intrus en 2011. Plus proche de nous, en 2015, c'est avec Laurent Deutsch et Stéphane Guillon qu'il connaît le succès avec Le Système, qui raconte l'aventurier financier John Law qui fit vaciller le trône de Louis XV. Parallèlement au théâtre, Antoine Rau a pris goût aussi à l'écriture romanesque. Je veux que tu m'aimes et La vie dont tu rêvais paraissent respectivement en 2010 et 2014 et abordent le thème de la quête identitaire. C'est également le sujet de ce nouveau titre, La danse des vivants, qui nous plonge à l'été 1918. La guerre arrive enfin à son terme, mais celui qui se réveille amnésique dans une chambre d'hôpital n'en sait rien. Comment s'appelle-t-il? Qui est-il? Allemand ou français? Comment savoir, puisqu'il parle aussi correctement les deux langues? Alors que celui que l'on appellera dès lors Charles ou Gustave va tenter de se reconstruire, l'armée française l'enverra comme espion dans le camp adverse. Dans une Allemagne déchirée, déshonorée, tiraillée par les extrêmes, face à une Russie en pleine guerre civile et des alliés arrogants, voici le portrait d'un jeune homme pris dans l'étau d'une manipulation et d'une solitude sans nom, sans repère affectif et en plein brouillard émotionnel. Une grande fresque romanesque très maîtrisée, extrêmement bien documentée, l'histoire bouleversante d'un destin humain dans l'engrenage de la guerre. La danse des vivants d'Antoine Rau est publiée chez Albin Michel. Bonjour Antoine Rau. Bonjour. Votre actualité chez Albin Michel, La danse des vivants. Avant de parler de ce roman, on va aussi parler de l'homme de théâtre que vous êtes. Mais avant de parler de l'homme de théâtre, on va parler du jeune homme qui a fait des études à Sciences Po. Pourquoi des études à sciences politiques? C'était une pression familiale ou c'était un choix? Les deux. Les deux. Je voulais faire du théâtre, je voulais être acteur à l'époque. Vous vous êtes dit la politique c'est une grande scène? Et la politique c'est une grande scène. Et puis c'est vrai qu'il y avait la pression familiale, donc j'ai fait d'abord des études de lettres, je suis passé par l'Hippocagne. Et dans ce cadre-là, j'ai passé le concours de Sciences Po et j'ai été pris, donc je me suis retrouvé à faire les études de Sciences Po tout en poursuivant mes activités donc, de jeune acteur amateur et en continuant d'écrire, mais en passant finalement de romans d'adolescents que je ne publierai jamais, de poésie au théâtre. Et pourquoi l'écriture théâtrale? Parce que j'adorais le théâtre. Parce que j'ai eu une révélation finalement de la poésie qui pouvait passer par le dialogue au théâtre, en jouant et en lisant surtout. Surtout en lisant en fait. Je suis plus finalement quelqu'un de l'écrit, vraiment. Enfin, j'aurais été très mal à l'aise sur une scène. Je pense que j'ai aucun don réel pour être un bon acteur. J'ai pas l'instinct. Il faut pas être intellectuel, il faut être instinctif pour être acteur. Donc c'est vraiment par la lecture et mes grandes émotions, et notamment j'adorais Jean Anouilh. Et donc pour moi, il m'a révélé le plaisir d'écrire pour le théâtre, le sens extraordinaire du dialogue. En deux dialogues, on a le personnage sous les yeux. Et je suis parti en fait d'ailleurs d'auteurs contemporains de théâtre, comme d'ailleurs de romanciers, pour remonter dans l'histoire et pour m'intéresser progressivement au plus grand. Vous évoquiez Jean Anouilh, il reste un petit peu votre parrain, puisque si j'ai bien lu dans une interview, vous racontez qu'il vous a un peu encouragé à poursuivre l'écriture. Il m'a encouragé parce que je lui avais envoyé mes deux premières pièces. Alors la première, il a mis 6 mois, il l'a finalement lu, il m'a répondu et il m'a écrit une longue lettre en m'expliquant qu'il fallait vraiment que je fasse ça, que j'étais fait pour écrire des pièces de théâtre. Donc c'est vrai que ça a été, du coup, je me suis vraiment embarqué dans cette voie. Parce que sinon, je ne pense pas que j'aurais été forcément aussi acharné à réussir au théâtre. J'ai commencé par ça, c'est vrai, parce que j'avais cet encouragement de celui que je considérais comme un maître, comme mon maître. Voilà, et donc j'ai eu envie de poursuivre. Et ça vous a porté. Ouais. Le premier gros succès sur scène, c'est Le Caïman? Beaucoup plus tard, oui. Parce que j'ai eu une première pièce à 22-23 ans, qui était d'ailleurs une comédie politique et historique aussi, sur Louis XVI.
qui s'appelait La Première Tête, mais après, voilà, C'est pour ça que je dis le premier le gros premier, succès. après, bah, voilà, Là, on est en 2005 avec le Caïman. le Caïman, c'était en 2005. Mais ma toute première pièce, figurez-vous, c'était en 1989, j'ose à peine le dire. C'est-à-dire que donc, je suis maintenant un homme vieux. Non, non, pas vieux, mais quand même, voilà. Et donc, je me suis embarqué, finalement, à l'époque, il y avait le service militaire, donc j'ai fait 1 an de service militaire, et puis j'ai cherché à gagner ma vie. 1989, une pièce sur Louis XVI. Ouais. Et j'ai cherché à gagner ma vie, et je me suis retrouvé... C'est un côté rebelle, ça, qui... Réactionnaire, vous voulez dire? Peut-être. Non, non, du tout, pas du tout. C'est un comédien qui dirigeait un théâtre, le théâtre des Mathurins, et qui m'a dit, je rêve de... Il avait le physique, il était assez corpulent. Je rêve de jouer Louis XVI. Donc écrivez-moi une pièce sur ce personnage, et si elle est bonne, je la monte. Donc je me suis dit, c'est une occasion pour y arriver. J'ai commencé comme ça. Les pièces historiques, c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, il y a eu le Diable Rouge après le Caïman, toujours avec Claude Rich. Et puis, plus récemment, vous avez proposé à Stéphane Guillon et à Laurent Deutsch de jouer le système, hein, d'après le banquier aventurier John Law. Pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît dans ces pièces, on va dire pièces historiques? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette envie? Parce que, comme je pense beaucoup de gens, j'aime l'histoire et les histoires de l'histoire. Et aussi parce que j'ai toujours choisi des sujets pas exactement historiques, mais politiques. Parce qu'au fond, décrire les mécanismes du pouvoir, c'est aussi une façon de raconter l'homme dans ce qu'il a de plus fort, de plus violent, de plus complexe. Puisque pratiquement dans la vie, tout est affaire de pouvoir. En amour, on est aussi dans des relations de pouvoir. Donc l'homme politique, il me permet un petit peu de raconter voilà, la grande histoire et la petite en même temps. Parce que je m'intéresse aussi bien donc, aux enjeux de pouvoir qui sont ceux qui sont restés dans la grande histoire, qu'à ce qu'étaient ces gens en tant qu'hommes profondément. D'autant qu'avec avec ces pièces dites historiques, on peut toujours faire un parallèle avec notre histoire contemporaine. Alors bien sûr, il y a un miroir. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qui m'intéresse aussi. C'est bien sûr que ce n'est pas l'histoire pour l'histoire. Je ne suis pas un historien. Ce qui m'intéresse, comme tous les auteurs de théâtre, pratiquement, je ne connais pas de grands auteurs de théâtre qui n'aient pas abordé à un moment donné un sujet historique. Parce qu'au fond, on trouve toujours dans l'histoire une façon de réfléchir au temps présent. Mais puisque vous semblez si comblé par l'écriture théâtrale, pourquoi, en parallèle, depuis maintenant plusieurs années, avoir ce besoin de vous exprimer aussi par l'écriture romanesque? Parce que ça me permet de parler de choses beaucoup plus intimes à la fois et d'être beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre parce qu'au théâtre, on est quand même, il faut un minimum de personnages, il faut au maximum ramasser l'action, unité d'action, de temps, de lieu, c'est très important. Et puis il y a des conditions, des contraintes économiques. Et puis tout repose aussi sur les vedettes qui vont ou pas jouer la pièce. Le roman, c'est une relation directe, c'est un dialogue direct entre l'auteur et le lecteur, qu'on ne connaît pas, mais pour qui on écrit. Le romancier a tendance souvent à dire qu'il écrit avant tout pour lui, avant d'écrire pour les lecteurs. J'imagine que lorsqu'on écrit pour le théâtre, on pense tout de suite au spectateur. Vous-même, lorsque vous écrivez un roman, pensez-vous déjà au lecteur ou écrivez-vous avant tout pour vous faire plaisir, en quelque sorte? Oui, je crois d'abord, on part de quelque chose d'important pour soi. On part d'une idée, on part d'un désir, on part d'une émotion, on part d'un sentiment qu'on a envie d'exprimer, on part d'une situation qui nous a touchés, ça c'est sûr, on part de soi d'abord. Mais je crois qu'on écrit parce qu'on a envie de rencontrer l'autre. On écrit parce qu'on a envie de plaire au plus grand nombre aussi, il faut quand même être honnête, c'est vrai. On n'écrit pas, sinon on écrit pour soi-même et on garde ça dans ses tiroirs, dans son journal intime. Lorsque vous écrivez, y a-t-il toujours Jean Anouilh qui plane au-dessus de vous? Est-ce que parfois vous vous dites, est-ce qu'il serait content de moi? Non. Non, non, non. Non, non. Quand j'avais 20 ans, oui. Maintenant, non, non. Non, parce que j'ai d'autres maîtres qui sont peut-être plus vivants, mais j'ai d'autres maîtres. Votre actualité, Antoine Roux, vous publiez ce nouveau roman chez Albin Michel, ça s'appelle La danse des vivants. Antoine Roux, il y a eu d'autres romans précédemment, Je veux que tu m'aimes et La vie dont tu rêvais. Voici un tout autre sujet, la danse des vivants. Nous sommes en juillet 1918, le 15 juillet 1918, nous avons un jeune homme qui se réveille amnésique dans une chambre d'hôpital. La guerre, on le sait, va bientôt se terminer. Ce jeune homme a tout oublié et du coup les services français vont un peu l'utiliser, l'employer, s'en servir comme espion. C'est le point de départ de ce roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette histoire, cette fin de la guerre
C'est d'abord la situation de départ. J'avais envie de créer un héros positif, un héros auquel je m'attache profondément et auquel le lecteur pouvait s'attacher. Et cet homme qui se retrouve amnésique, qui a oublié jusqu'à son prénom, son nom, toute son histoire, il ignore complètement qui sont ses parents, qui est sa mère, est-ce qu'il a pu aimer quelqu'un, est-ce qu'il était fiancé avant la guerre, il ne sait plus rien. Et donc il se retrouve dans une situation assez bouleversante. Il ouvre les yeux. Et il essaye parce qu'il a gardé toutes ses capacités intellectuelles, parce qu'il s'aperçoit d'ailleurs par hasard qu'il comprend aussi bien le français que l'allemand. Du coup, on ne sait pas de quelle nationalité on ne sait pas de quelle nationalité. D'ailleurs, il est polyglotte parce qu'il a aussi étudié l'anglais, il parle le russe, bon, ce qui était le cas d'un certain nombre de gens qui avaient eu des formations intellectuelles. On va comprendre, le lecteur va savoir qu'il est probablement un normalien de l'époque. Ce garçon, au fond, essaye de reconstruire son passé. Et il est totalement incapable de faire la distinction entre ce qu'il a vécu lui-même et ce qu'on a pu lui raconter ou ce qu'il a pu vivre à travers, comme un auteur, les histoires qu'il a lues ou les choses qu'il a pu inventer. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous évoquez, c'est que dans votre roman, on va suivre ce personnage qu'on appellera tantôt Gustave, tantôt Charles, en fonction des événements qu'il va traverser. Mais parallèlement, on va suivre aussi la grande histoire. Et puis de temps en temps, vous nous parlez justement des avancées médicales. Vous nous racontez aussi l'évolution de l'Allemagne dans l'immédiate après-guerre. Et là, on découvre qu'en fait, l'Allemagne va continuer. Il y a la République de Weimar qui va arriver. La grande et la petite histoire sont toujours en parallèle avec ce personnage qui avance à la recherche de son destin. Oui, parce que bien entendu, ce que je veux, c'est aussi raconter la grande histoire de l'Europe à travers ce roman d'aventure. Puisque donc ce Charles, amnésique, étant amnésique, il a oublié, ou d'une certaine façon, il s'est délivré de tout ce qui devait le constituer avant. C'est-à-dire qu'au fond, tout homme est de sa naissance, de son éducation, de sa culture, et donc est formé. Tout homme a un certain nombre de préjugés dont on se défait plus ou moins. Les gens de l'époque étaient tous, qu'ils soient allemands, français, anglais, russes, etc., profondément patriotes, nationalistes pour la plupart, avec des préjugés sur les autres, surtout en cette fin de guerre où les Allemands sont tous pour les Français, pour Clémenceau Ier, des belliqueux, des gens extrêmement agressifs et dangereux, des militaires qui rêvent de revanche, ce qui est d'ailleurs vrai pour les militaires allemands. Les Allemands, de leur côté, sont convaincus qu'ils n'ont pas perdu la Première Guerre mondiale, que finalement le grand état-major, légende qu'inventent Hindenburg et Ludendorff et les chefs du grand état-major, les militaires allemands auraient été trahis par ces horribles sociodémocrates qui vont créer la République de Weimar, les sociodémocrates allemands, et donc en fait, ils n'auraient pas perdu la guerre, et donc ce qu'il faut faire, c'est bien sûr préparer la suivante et prendre sa revanche. On est dans un climat comme ça d'hostilité, de préjugés les uns sur les autres. Vous nous racontez la guerre, l'après-guerre, entre la France, l'Allemagne, tous ces pays qui se sont affrontés. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, hein, c'est qu'on n'arrive pas, même si l'armistice est signé, c'est pas forcément la paix pour autant, puisque la haine est toujours là. Et puis derrière tout ça, il y a ce personnage qui est en quête d'identité, et tout le roman est basé là-dessus. C'est cet homme qui cherche à savoir qui il est, qui il a aimé et qui l'a aimé. C'est ça. Et toutes ces rencontres sont conditionnées par ça. Alors, il rencontre un certain nombre de gens, il s'attache d'ailleurs. À un moment, en Allemagne, par exemple, il va s'attacher à un jeune soldat, sergent, qui s'appelle Hans, et avec qui il va se retrouver dans la Baltique. Et ce Hans, à un moment donné, va se faire tuer. Donc, et il va se souvenir que son meilleur ami, quand il était un Français, s'appelait Maurice, et que ce Maurice est également mort à la guerre, exactement de la même façon, tué entre deux tranchées. Et c'est bouleversant pour lui. Et à ce moment-là, par exemple, il ne sait plus. Il parle en allemand parce qu'il est allemand, il ne doit surtout pas parler français puisqu'il est censé être un allemand, et brusquement il se précipite vers cet Hans en parlant en français et en l'appelant Maurice. Et il y a une espèce de confusion. Et c'est tout le drame de cet homme à la recherche de lui-même, c'est qu'au fond, il ne sait plus ce qui lui appartient, ce qu'il a inventé, ce qu'il a vécu, ce qu'il a rêvé. C'est ça. C'est ça qui est ce qui fait qu'on s'attache beaucoup à lui en fait. Et on espère qu'il va progresser. Et il progresse d'ailleurs. Même si les événements que vous relatez ont eu lieu il y a 100 ans, y voyez-vous un parallèle avec notre époque contemporaine? Pour moi, c'est un peu un miroir de notre époque, cette période-là. Parce que c'est ce tournant de la Première Guerre mondiale et du début de l'entre-deux-guerres, c'est vraiment le moment où je pense on rentre dans un XXe siècle. Un XXe siècle complètement différent.
Stefan Zweig disait il y a le monde d'hier, quand il écrivait ses mémoires, le monde d'hier c'est ce monde assez stable depuis sa naissance vers les années 1870 jusqu'à la guerre de 14, et puis ce monde totalement bouleversé dans lequel on rentre dans une zone de ténèbres, d'une zone de troubles, d'une zone d'incertitude. Et c'est ça qu'on va vivre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et puis après on va essayer de reconstruire un monde basé sur le droit international, on va essayer de tenir compte des échecs et des tragédies donc, que sont évidemment les 2 guerres mondiales, l'Holocauste, etc. Et ce monde-là, pour moi, il a duré jusqu'à à peu près l'époque contemporaine, enfin je dirais même jusqu'aux années, 10, 2010, on est en 2016. Et j'ai l'impression qu'on entre dans le 21e siècle. Et c'est peut-être ça qui explique les troubles qu'on retrouve aujourd'hui, comme ceux des peuples de 1920, dans nos peuples européens à travers le monde. On voit une remontée des populismes, on voit une remontée des nationalismes, on voit une remontée des angoisses de chacun. On parle de repli identitaire, c'est-à-dire qu'au fond, le monde paraît extrêmement inquiétant, on ne sait pas vers où on va, donc on essaye de se rassurer. Et alors on se rassure un peu de la même façon, hélas, qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'on se dit, on a peur de se changer soi-même, mais on pense que la menace vient de l'extérieur, donc on désigne un autre. L'autre devient le bouc émissaire, l'autre devient le responsable de ce qu'on considère comme nos propres malheurs actuels. 100 ans après les événements de la Première Guerre mondiale, voilà un livre qui a des résonances très contemporaines. C'est une grande fresque historique qu'on a du mal à poser, foisonnante. Et puis surtout, il y a ce personnage de Charles Gustave, on l'appellera comme on voudra, mais un personnage auquel on s'attache et qu'on a vraiment plaisir à suivre. Votre actualité, Antoine Rau, ça s'appelle La danse des vivants et vous êtes publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous.